Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Deuxième séance publique de la première session ordinaire pour cette 9e législature. Autre actualité nationale, à l'université de Djibouti, un atelier sur la modernisation du droit à l'université s'est tenu. Au Nouvel Mondial à présent, au Moyen-Orient, 10 Palestiniens tués dans un raid israélien sur une école à l'ouest de la ville de Gaza. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dimanche 17 novembre 2024, l'Assemblée nationale s'est réunie à l'occasion de sa deuxième séance publique de la première session ordinaire pour cette 9e législature. La plénière était présidée par son Excellence, Monsieur Honorable Dileita, Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, avec la participation du Premier ministre, son Excellence, Monsieur Abdelkader Kamil Mohamed, des députés et des membres du gouvernement. L'ordre du jour de la plénière était principalement dédié à l'examen et à l'adoption des 8 projets de texte. Le projet de loi numéro 65, année 2024, 9e législature portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2022. Le deuxième projet de loi numéro 122, année 2024, 9e législature portant ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. Projet de loi numéro 123, année 2024, 9e législature portant adoption de la politique nationale de la jeunesse et de la culture. Le projet de loi numéro 124, année 2024, 9e législature également portant ratification de l'accord général sur le commerce AGC Djibouti-Éthiopie. Le projet de loi numéro 125 également, année 2024, 9e législature portant adoption des stratégies nationales d'alphabétisation fonctionnelle des adultes 2024-2029. Le projet de loi numéro 127, année 2024, 9e législature portant approbation des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 131, année 2024, 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite, CMR, pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 132, année 2024, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti et d'aider pour l'exercice 2022. Lors de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileita, Mohamed Dileita, a adressé ses salutations de bienvenue et procédé à la lecture de l'ordre du jour de la séance. Les rapporteurs ont ensuite pris la parole pour exposer les conclusions des travaux menés sur les projets examinés au sein des différentes commissions parlementaires. Au regard de l'importance de l'ordre du jour, les parlementaires ont interrogé l'exécutif sur différents textes législatifs, notamment ceux portant sur la politique nationale en faveur de la jeunesse et de la culture, ainsi que le projet de loi sur la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes. Également sur les 2 projets de ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications liées à l'enseignement supérieur et de la ratification de l'accord général sur le commerce, l'AGC. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour a été consacré à l'analyse des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, ainsi que la Caisse militaire de retraite. Enfin, les comptes financiers de l'électricité, au terme des votes favorables exprimés par les parlements. Et avant de clore la séance, son Excellence, le président de l'hémicycle, Dileita, Mohamed Dileita, a tenu à rappeler l'importance de la discipline et l'assiduité au sein de l'hémicycle pour assurer le bon fonctionnement des travaux parlementaires et pour répondre aux attentes des citoyens que les parlementaires représentent. Les détails. La deuxième session ordinaire 2024. La plénière de ce dimanche 17 novembre comporte 8 projets de loi, dont l'examen des comptes annuels des 4 établissements publics. Puis pour la durée restante de la séance, il sera question de 2 projets de ratification d'accords, un projet de politique générale, politique nationale et un projet de stratégie nationale. Concrètement, l'ordre du jour est le suivant. Projet de loi numéro 65, AN 24, 9e législature, portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, ANT, pour l'exercice 2022. Projet de loi 122, AN 24, 9e législature, portant ratification de la Convention mondiale de la reconnaissance des qualifications relatives de l'enseignement supérieur. Troisième projet,
portant adoption de la loi politique nationale de la jeunesse et de la culture. Quatrième projet, numéro 124 AN 24 9e législature, portant ratification de l'accord général sur le commerce AGC Djibouti-Éthiopie. Pour votre information, ce texte sera précédé par l'examen des comptes financiers du laboratoire central des bâtiments, point de l'ordre du jour numéro 6, en raison du déplacement du ministre du Transport qui doit voyager dans la journée. Projet de loi 125 AN 24 9e législature portant adoption de la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes 2024-2029. Sixième projet, comme je vous l'ai annoncé, on va la faire après les troisièmes. C'est les projets de loi 127 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers du laboratoire central des bâtiments et de l'équipement, le CBE, pour l'exercice 2023. Septième projet de loi 131 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour l'exercice 2023. Et enfin, projet de loi 132 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti 2022. Nous allons commencer par les premiers projets, à savoir le projet de loi 65 de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2022. Autre actualité, à la une de ce journal, l'Université de Djibouti a servi d'auditorium pour un atelier novateur sur la modernisation du droit, réunissant des experts, des décideurs et des acteurs du secteur juridique. Cet événement a mis en lumière des enjeux cruciaux, tels que la dématérialisation des documents officiels et l'intégration des nouvelles technologies dans le système juridique. L'atelier a débuté par des discours qui ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement du cadre juridique national, insistant sur la nécessité d'adapter les lois aux défis contemporains. Parmi les points saillants de l'événement, la session de panel sur la dématérialisation du journal officiel a suscité un vif intérêt. Les discussions lors de ces échanges ont souligné comment cette réforme pourrait améliorer l'accessibilité du droit aux citoyens. Les discussions ont également abordé la réforme légistique, une démarche essentielle pour simplifier l'élaboration des textes législatifs et renforcer la transparence. Le deuxième panel de cet atelier a également exploré le rôle grandissant des technologies avancées dans le domaine juridique. Encore cette fois-ci, il s'agissait d'évoquer les outils innovants comme les chatbots qui pourraient transformer l'interaction entre les citoyens et les institutions juridiques. On écoute le discours du président de l'université. Concernant le journal officiel, c'est une partie, et comme le dit le titre, c'est quand l'histoire rencontre la modernité. Moi, je dirais quand le passé rencontre le futur aussi, parce que la dernière fois, vous nous avez dit le journal officiel, nous allons rajouter l'intelligence artificielle. Donc c'est cette rencontre entre le passé, notre passé, 1900 à aujourd'hui, c'est plus pratiquement 125 ans de notre histoire qui est aujourd'hui numérisée. Numérisée mais aussi modernisée et qui rencontre aussi le futur avec l'intelligence artificielle qui permettra à nos étudiants de pouvoir très facilement, avec l'IA, de faire des requêtes et de trouver plus facilement les données ou les décrets ou les arrêtés qui y figurent. Et c'est une bonne chose de pouvoir aujourd'hui concilier l'intelligence artificielle avec le droit. Et je souhaiterais féliciter l'ANSSI qui a œuvré pour que justement ceci soit possible. Et nous exhortons justement nos étudiants, nos chercheurs, avec maintenant le centre de recherche en droit qui a été créé, de pouvoir travailler davantage avec cet outil. On écoute à présent les propos du secrétaire général du gouvernement, M. Albis. Comme l'a si bien dit le président de l'université de Djibouti, pour moi c'est toujours un plaisir de revenir ici, parmi vous, à l'université de Djibouti, dans ce lieu qui est un lieu de connaissance, qui est un lieu de savoir,
qui est empreint de toute votre énergie, de votre jeunesse et de votre créativité. Ce lieu où, effectivement, en janvier de cette année, j'étais déjà venu pour vous présenter la première version du UJO. Cette version-là, elle est le fruit d'abord de l'engagement de notre jeunesse. Elle est le fruit du talent de notre jeunesse, du talent de ceux et de celles qui, issus de l'Université de Djibouti, ont su œuvrer à nos côtés. Cette plateforme, il faut le souligner, elle est entièrement djiboutienne. Et cette plateforme, c'est pour nous que nous l'avons voulu et c'est aussi pour vous que nous l'avons voulu. Lorsque nous avons lancé cette plateforme, il s'agissait en premier lieu de sauvegarder notre patrimoine. Et ce volet a été réalisé. Aujourd'hui, l'ensemble de nos lois, l'ensemble de nos décrets, de nos arrêtés ont été numérisés depuis le premier journal officiel qui a été édité le 8 février 1900 jusqu'au dernier qui est paru aujourd'hui en novembre. Cette prouesse, nous la devons à des jeunes qui, hier, étaient assis ici, à votre place, sur ces bancs. Et je crois que nous ne pouvons que les féliciter. Bravo et merci à vous. Il est l'heure de l'appel à la prière. Direction à présent la Guinée-Bissau, une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence, le Dr Hibo Moumin Assowe, composé du chef du cabinet du Premier ministre, M. Ali Sila Abdallah, et de la conseillère technique du MJC, Mme Madine Saleh, s'est rendue en Guinée-Bissau afin de prendre part aux célébrations de la fête de l'indépendance du pays 1973-2024 et du centenaire du fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Amilcar Cabral. La ministre Dr Hibo Moumin Assowe représentera le président de la République lors de ces célébrations. Dès son arrivée, la délégation a été conviée à prendre part au gala de bienvenue offert par le président bissau-guinéen, son Excellence Umaro Sissoko et la première dame du pays, Dinisia Rels Ambalo, auquel ont pris part le président gambien, plusieurs ministres, membres du gouvernement et chefs des délégations des pays invités. C'est dans le cadre des efforts nationaux visant à améliorer la gouvernance basée sur des données fiables. Un atelier de formation sur la production des statistiques du travail a eu lieu aujourd'hui à l'Université de Djibouti. Les détails avec Fardouz. Dans le cadre des efforts nationaux visant à améliorer la gouvernance basée sur des données fiables, un atelier de formation sur la production des statistiques du travail a eu lieu aujourd'hui à l'Université de Djibouti. Cette initiative a réuni une trentaine de participants issus de différents départements de l'Institut des statistiques de Djibouti et d'autres institutions publiques telles que l'ANIFI, présidé par le directeur général de l'Institut de la statistique de Djibouti, Ibrahim Abdi, et a vu la participation de représentants de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. L'atelier a également mis en lumière l'importance de l'alignement des données locales avec les standards internationaux pour garantir leur compatibilité et leur pertinence dans un contexte globalisé. Présence aujourd'hui. C'est vraiment cet atelier, c'est pour le lancement de l'enquête emploi sur le marché du travail, c'est l'enquête emploi. Mais avant cet atelier, on a beaucoup travaillé collaboré avec Sibrahim et les collègues du LNSTAD pour préparer cet atelier. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment l'adaptation du questionnaire dans le contexte djiboutien, le développement du programme de Entry Data, le programme d'entrée de données, etc. Donc, les objectifs de cet atelier, c'est essentiellement de maîtriser les différents concepts et définitions conçus à l'échelle internationale, comment appliquer ces concepts, comment mesurer ces concepts et ces définitions à travers l'outil questionnaire et c'est-à-dire comment faire la collecte. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'Institut de la statistique de Djibouti a souligné que cet atelier illustre l'importance croissante de la production statistique dans la gestion moderne des politiques publiques et offre un espoir pour une planification plus efficace dans le pays. À cet atelier de formation sur les statistiques du travail,
organisé en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. Les statistiques du travail, comme nous le savons tous, jouent un rôle essentiel dans la compréhension des dynamiques et des évolutions du marché du travail, de ses défis et opportunités. Elles constituent un outil précieux pour élaborer des politiques publiques efficaces en faveur de l'emploi productif, de la protection sociale et du respect des droits des travailleurs, et c'est, en ce sens, contribue directement à la réalisation de l'objectif numéro 8 de l'agenda 2030 pour le développement durable qui vise, je cite, à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Ces partenariats étroits avec l'OIT nous offrent une opportunité inestimable de renforcer ses capacités, nos capacités nationales, en favorisant un échange de connaissances et d'expertise dans la production et l'analyse des données pertinentes et fiables en lien avec les marchés du travail. À cet égard, cet atelier représente une étape essentielle dans notre cheminement collectif pour relever ces défis. Ce matin, à l'aube, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim Bor, a conduit une inspection d'importance capitale au poste frontalier de Galilée, situé dans la région d'Ali Sabié. Cette visite avait pour objectif principal d'évaluer les dispositifs sécuritaires en place et de renforcer les capacités opérationnelles des forces déployées dans cette zone stratégique. Accompagné d'une délégation militaire de haut rang, dont le chef d'état-major de la Défense, le commandant de la garde républicaine, le chef d'état-major de la gendarmerie, le commandant de la garde-côte et le représentant du directeur général de la police nationale. Le SEMGA a marqué par sa présence une volonté affirmée de consolider la sécurité et d'améliorer la coordination interinstitutionnelle. Ce déplacement s'inscrit dans une démarche globale visant à adapter les réponses sécuritaires aux défis spécifiques des zones frontalières en tenant compte des réalités locales et régionales. À son arrivée à Galilée, le général Zekri Cheikh Ibrahim a été accueilli avec les honneurs par le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sabié, le lieutenant-colonel Roble Mohamed Abdallah, qui, entouré de ses hommes ainsi que les personnels féminines des forces de défense et de sécurité, lui a rendu les honneurs militaires dus à son rang. Le poste frontalier de Galilée joue un rôle clé dans la gestion des flux transfrontaliers entre Djibouti et l'Éthiopie. Il s'agit d'un point de transit essentiel pour le mouvement des personnes et des marchandises nécessitant une vigilance accrue. Lors de sa visite, le général Zekri a procédé à une inspection rigoureuse des installations, accompagné des agents de la police nationale, de la gendarmerie, du BIAZ et de la douane qui opèrent à Ali Sabié. Il a pu évaluer l'efficacité des dispositifs existants. Cette évaluation a permis de relever les forces et faiblesses des mesures actuelles tout en identifiant des axes d'amélioration. Les échanges avec les agents sur le terrain ont mis en lumière les réalités quotidiennes auxquelles ils font face, notamment la gestion des flux migratoires, la surveillance des marchandises et la prévention des activités illicites. Le général Zekri Cheikh Ibrahim a salué leur professionnalisme et leur résilience, soulignant le rôle crucial dans la stabilité et la sécurité nationale. La situation à Galilée reflète les défis complexes auxquels sont confrontées les zones frontalières. Outre le volume croissant des activités économiques et migratoires, les forces déployées doivent faire face à des menaces variées, allant des trafics illégaux à la gestion des tensions transfrontalières. Le SEMGA a insisté sur l'importance d'une coordination renforcée entre les différentes entités présentes, militaires, forces de sécurité, douaniers et autorités locales. Une approche intégrée et collaborative est indispensable pour relever ces défis. Le général a également mis en avant le rôle des populations locales dans la préservation de la sécurité. Il a encouragé un dialogue constructif avec les communautés environnementales afin de renforcer leur implication dans la lutte contre les activités illicites. À l'issue de cette visite, le SEMGA a formulé des recommandations stratégiques visant à améliorer les dispositifs face à la montée en charge des activités transfrontalières. Il est impératif d'accroître les effectifs sur place. Le SEMGA a identifié la nécessité de moderniser les infrastructures, notamment les postes de contrôle
contrôle afin d'optimiser les opérations des transits et de surveillance. Une collaboration étroite entre les différents acteurs militaires, forces de sécurité, douanes et autorités locales est indispensable pour garantir une gestion harmonieuse. Dans son allocution, le SEMGA a réaffirmé l'importance de la sécurité des frontières comme un pilier central de la souveraineté nationale. Il a souligné que la protection des frontières ne se limite pas à un enjeu sécuritaire, mais revêt également une dimension économique et sociale. Le SEMGA a également encouragé les forces déployées à poursuivre leur mission avec détermination et vigilance. Enfin, en plaçant la sécurité au cœur de ses priorités, les forces de défense et de sécurité du pays affirment une vision stratégique tournée vers l'avenir où chaque acteur joue un rôle clé dans la défense de la souveraineté nationale et le maintien de la stabilité régionale. Cette visite marque une étape importante dans la mise en œuvre d'une politique de sécurité intégrée et proactive, répondant aux besoins des populations tout en garantissant la continuité des activités économiques et sociales dans cette région frontalière stratégique. Lors de la troisième journée à Djibouti, la délégation de la ville de Rabat, conduite par l'honorable Mme Fathia Al-Moudni, la maire de Rabat, a visité dans l'après-midi du 16 novembre hier 3 sites stratégiques situés à Layablé. Elle était accompagnée du président de la commune de Balbala, les élus locaux et des conseils municipaux. Ces visites ont mis en lumière les efforts des autorités locales pour développer des infrastructures essentielles au service des habitants. La première étape de cette visite a conduit la délégation au poste de gendarmerie de l'Ayablé, construit par l'agence djiboutienne de développement, l'ADDES. Ce poste a été conçu pour permettre aux officiers de police judiciaire de collaborer étroitement avec la population en assurant leur sécurité et leur protection face à la hausse de la criminalité dans ce secteur. La seconde visite a été au centre de développement communautaire de l'Ayablé, également construite par l'ADDES, un centre qui offre un espace dédié à la cohésion sociale et au développement local en fournissant divers services et opportunités aux habitants de la commune. Enfin, la délégation a visité le marché central, une infrastructure moderne qui sera prochainement inaugurée. Ce marché promet de devenir un moteur important pour l'activité économique de la commune. Ces 3 sites ont été présentés par M. Emmanuel Payard, coordinateur du projet, et M. Galab Hassan, directeur du développement social de l'ADDES. Exposition inédite de la 6e édition de la foire régionale d'El Issabi a été clôturée hier samedi 16 novembre 2024 à El Issabi. Cet événement de la 6e édition de cette foire régionale qui s'avère encore une fois une occasion en or pour les jeunes et les femmes artisanes en plein talent de créativité s'inscrit dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat que le club des jeunes entrepreneurs Antenne Assedjog avec l'appui de la préfecture et l'instance régionale de la décentralisation organisée. La cérémonie de la clôture de cette 6e édition de cette foire régionale a été officiellement clôturée hier après-midi par le préfet de la région, M. Abdelmalek Bonoita, en présence du président du conseil régional, M. Jean Marquet, le directeur de l'ADDES, M. Mahdi Mohamed Jama, le député honorable Abdelrahman Awale. Cette foire, qui a duré pendant 3 jours, du 14 au 16, symbolise un partenariat solide entre le secteur public et privé. De nombreux stands ont accueilli leur production de toutes sortes ayant des articles traditionnels, artisanaux, fabrication de savons en poudre, dur pour linge, confiture à base de tous les fruits et des jus produits à Assamo. Au cours de cette journée, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir et explorer une large éventail d'entreprises locales proposant des produits variés allant des artisanats traditionnels aux dernières avancées technologiques. Le préfet Abdelmalek Mohamed Bonoita et le président de l'instance locale le président du conseil régional ont tous félicité et encouragé les jeunes entrepreneurs de leur région. Je tiens tout d'abord à remercier les clubs des jeunes entrepreneurs de la région de El Issabi qui a organisé cet événement. C'est la 6e édition. Ce qui montre la continuité de l'événement, c'est que chaque année, ils réalisent une activité pour permettre à tous les artisans de montrer leur capacité, mais également d'arriver à vendre leurs produits. Donc, je tiens à remercier elles et tous ceux qui ont organisé, toute l'équipe qui l'ont accompagné pour la réussite de cet événement, de cette foire. Je tiens également à remercier mon ami, le président du conseil régional, et je tiens à remercier également les partenaires qui ont eu confiance à ces clubs, à savoir
des partenaires financiers, la BCI, Salam, Est Africa, sans oublier les PNUD, mais également la DDS qui a participé, également contribué financièrement afin que cet événement puisse avoir lieu. Je ne vais pas oublier les ministres qui sont venus ici, qui ont honoré de leur présence, mais également qui ont acheté tous les produits. Le colonel de la garde des Côtes, mon ami Ouaes, le directeur de Alé. Je ne vais pas oublier de remercier la police nationale qui a été présente depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui pour assurer la sécurité de cet événement. Merci à tout le monde et j'espère que cela va continuer. Et l'année prochaine, certainement, le club des jeunes entrepreneurs va associer d'autres régions afin qu'elles puissent aussi promouvoir leurs produits. Je ne vais pas oublier aussi mes amis parlementaires qui étaient présents tous à vivre cet événement et nous sommes très fiers. Autre actualité de ce journal, le sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, la Fédération djiboutienne du taekwondo a clôturé avec succès la finale du championnat national du taekwondo qui s'est déroulé sur 3 jours au centre de tennis de Gabon. Cet événement majeur a rassemblé plusieurs clubs représentant diverses catégories dans une ambiance empreinte de convivialité et de fair play. De nombreux talents ont émergé au cours de ces 3 jours d'intenses confrontation, confirmant l'essor de ces disciplines à Djibouti. L'événement a également été rehaussé par la présence des personnalités influentes, notamment Mme Fortous Moussa, présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, M. Mahamadou, directeur technique de l'Union africaine de taekwondo, ainsi que les présidents des clubs participants. Ces compétitions ont permis non seulement de détecter les nouveaux talents, mais aussi et surtout de promouvoir la discipline de taekwondo à Djibouti. Dans son intervention, le directeur technique de l'Union africaine de taekwondo, M. Mamadou, a félicité la Fédération djiboutienne de taekwondo. Ce soir pour la finale du championnat national de taekwondo. J'ai ici avec moi le directeur technique de l'Union africaine de taekwondo qui est venu encourager les athlètes, qui il y a 3 semaines aussi nous a offert un matériel pour justement nous aider à développer la discipline, surtout en ce qui concerne les systèmes de notation. Je le remercie au passage. Je remercie aussi l'Union africaine de taekwondo. Voilà, c'est la finale. Je tiens aujourd'hui à remercier le secrétariat d'État chargé des sports qui nous a soutenus, les directeurs de sport et la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé au sport qui ont été vraiment à l'écoute et qui nous ont soutenus pour pouvoir finaliser. On écoute la réaction du directeur technique de l'Union africaine de taekwondo, M. Mahamadou. Madame la Présidente, donc, je suis le directeur technique de l'Union africaine de taekwondo et j'ai la chance aujourd'hui de résider à Djibouti depuis 6 mois. J'ai compté rester pour le travail jusqu'au mois d'octobre, donc c'est une très bonne opportunité pour moi de pouvoir collaborer et de renforcer les capacités aujourd'hui des acteurs du taekwondo djiboutien. Je remercie vraiment tout le mouvement sportif djiboutien, la présidente du comité olympique, le ministère des Sports à travers le secrétariat d'État et la présidente aussi pour tous les efforts qu'ils font pour le développement en toute harmonie du taekwondo à Djibouti. Nous sommes là pour encourager les athlètes. Donc, il y a une très bonne ambiance. Les athlètes sont motivés et aussi les conditions d'organisation aujourd'hui aussi sont assez satisfaisantes. Et donc, nous encourageons énormément les athlètes et voilà, les félicitons aussi pour tout le dévouement et leur engagement et leur dire qu'aussi nous sommes là et nous sommes prêts aussi à les accompagner. Au nouvel mondial à présent, au Liban, nouvelle attaque aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer. Le reportage avec Fardous.
Au Liban, une nouvelle attaque israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer. L'Agence nationale de l'information libanaise a rapporté que l'ennemi a frappé 3 raids. L'aviation israélienne a en outre détruit une maison de 3 étages dans cette localité. Les environs de la localité et des districts ont été également le théâtre des frappes israéliennes. L'aviation israélienne a pilonné aussi plusieurs localités des autres districts au sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé déplore dans son dernier bilan 3 445 morts et plus de 14 599 blessés. Le conflit a engendré des dommages matériels estimés à 3,4 milliards de dollars et des pertes économiques atteignant 5,1 milliards de dollars pour le Liban, soit un total de 8,5 milliards de dollars, a indiqué la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Évaluation provisoire des dommages et pertes au Liban ». Toujours au Moyen-Orient, 10 Palestiniens tués dans un raid israélien sur une école à l'ouest de la ville de Gaza. Les détails toujours avec Fardous. 10 Palestiniens tués dans un raid sur une école à l'ouest de la ville de Gaza. Le porte-parole de la défense civile palestinienne a déclaré que le raid israélien sur l'école avait fait plus de 10 morts et plus de 20 blessés selon un bilan préliminaire. L'armée israélienne continue de bombarder des habitations et des centres d'hébergement dans diverses zones de la bande de Gaza, faisant des morts et des blessés. Cette agression israélienne contre la bande de Gaza a fait depuis le 7 octobre 2023 43 799 morts. Israël poursuit depuis plus d'1 an cette guerre contre les Palestiniens avec le soutien inconditionnel de Washington en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant l'arrêt immédiat des combats et de l'ordonnance de la Cour internationale de justice indiquant des mesures conservatoires pour prévenir un génocide et améliorer la situation humanitaire à Gaza. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.